Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à ce matin chez vous, matin de la proximité, en ce lundi 16 mars 2020. Mesdames et messieurs, merci en tout cas de nous faire confiance et d'adhérer de plus en plus à ce concept-là. On entend déjà le bruit des oiseaux qui nous annonce bien sûr la beauté de la matinée. Aujourd'hui, vraiment, nous allons aller dans un circuit très habituel, le circuit de fabrication du pain. Comment le pain se fabrique, le pain, le croissant, tout ce qui fait partie de, de nos habitudes du matin. On va voir ça dans un endroit particulier où les gens se préparent à livrer le pain, comment ils ont veillé, comment ça s'est passé, comment le pain est fabriqué, quelles sont les normes. Et puis, on aura aussi des informations sur la participation de la Côte d'Ivoire au championnat du monde, oui, au championnat du monde de boulangerie où la Côte d'Ivoire vraiment a essayé d'honorer sa place. Merci d'être à Matin Bonheur, Matin de la proximité. L'image du jour aujourd'hui, c'est bien sûr l'image des chantiers, l'image des travaux engrangés par son Excellence, c'est le Président de la République. Le 4e pont est en train de devenir une réalité de plus en plus. Regardez l'avancement des travaux. Et cela, mesdames et messieurs, on ne le dira jamais assez, va soulager un tant soit peu toutes ces populations qui souffrent des affres, des embouteillages chaque jour que Dieu fait. Voilà, matin chez vous, dans quelques instants seulement, on sera avec nos professionnels. Suivez-moi, suivez-moi. Je pense qu'ils sont en train de se préparer. Il y a Nestor, c'est ça, hein? Oui, Nestor. Très cher Nestor. Nestor Kwame, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes boulanger? Je suis boulanger. On sent le réveil dans vos yeux. Oui. Comment ça va? Ça va très bien. Merci. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous montrer? Quel circuit vous allez nous montrer? Nous allons vous présenter comment on fait du pain tradition. Ça, c'est le produit phare de la maison. Le pain tradition. Et le pain, comment, j'avais dit, les baguettes, tout ça, comment ça se... Comment, on va voir ça aussi? Bon, ici, notre particularité, c'est le pain tradition. Oui, on maîtrise bien le pain qu'on vend en ville, le pain français, mais ici, c'est la tradition que nous, on fabrique. Mais pourquoi le pain tradition? Quelles sont les vertus de ce pain-là? C'est bon pour la santé? Oui, très bon pour la santé, dans la mesure où on travaille surtout avec le levain. Ah, d'accord. Voilà, c'est le levain qui donne le goût, qui donne le peps. Voilà, c'est le levain qui fait la différence, au fait. La Côte d'Ivoire a participé récemment au championnat du monde de la boulangerie, c'est ça? Justement. Et vous étiez là-bas? Nous étions en France au mondial du pain. Ok. On sera avec Nestor, comment ça s'est passé. Et lui, c'est qui? Bonjour. C'est Yassine Bamouni. Yacinthe? Oui. Ça va, Yacinthe? Oui, ça va bien. Vous êtes des soldats du matin, hein? Oui. Vous êtes nos collègues du matin, là. Vous réveillez très tôt comme nous. Oui. Ah, ça sent le pain, déjà, je sens, il y a l'odeur du levain, tout ça, la farine, du blé, c'est magnifique. Aujourd'hui, on va voir le circuit de fabrication du pain tradi, c'est ça? Oui, c'est le pain traditionnel. Est-ce que les Ivoiriens sont férus? Ils aiment beaucoup le pain tradi? Oui, les Ivoiriens aiment le pain traditionnel. Ça sort beaucoup? Ça sort, en tout cas, nous, à notre niveau, ça sort. Ça sort beaucoup. Au début, les gars ne connaissaient pas, bon, les habitués au pain parce que il est différent de l'autre pain. C'est un pain qui est fait à partir de levain. Donc, il a un goût et un bon parfum. Donc, du coup, le parfum est bon. Ok. Mesdames et messieurs, faites vos commandes. Le boulanger Marco et tous ses gars sont en votre compagnie ce matin. À ma droite, donc à votre gauche, Nestor. Et puis à ma gauche, donc à votre droite, on a Yacinthe qui seront nos guides pour ce matin chez vous, matin de la proximité, spécialement dédié au pain tradi. C'est quoi le pain tradi? Comment il se fabrique? Et puis, voilà, vers la fin, on va vraiment goûter, quoi, les gars. C'est ça, hein? Ça marche. On va bien goûter, hein? On va goûter. Allez, on y va. On se retrouve juste après, mesdames et messieurs. Eh oui, à tout de suite, Marcelin, et bonjour à vous tous. Merci d'être en notre compagnie en studio ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, Marcelin a décidé de s'occuper de votre petit déjeuner, mais toute l'équipe avec lui aussi. On va s'occuper aussi de vous donner d'autres informations en plateau ici, surtout concernant l'actualité. Il ne faut pas céder à la panique, il faut rester calme et responsable, respecter les consignes d'usage pour éviter toute contamination. Et bien sûr, nous avons des numéros à vous communiquer. Le 143 ou le 101, ce sont des numéros gratuits, ou le 49 13 17 36 et le 225 en début de composition de numéros. Cela dit, il faut rester en forme, il faut rester en bonne santé, ça passe par le fitness. Bonjour, je vois la maison Côte de Baté pour vous servir. Toujours dans la semaine de la Journée internationale de la femme, les séances sont dédiées aux dames. Je vois la maison, on se réveille de son lit et on prend sa tenue, son bidon d'eau, sa serviette et on se met en place. Travaillons avec Côte de Baté. Allez, c'est parti la vie. On commence avec l'échauffement. Sur place. Bouge, bouge. Élévation légère. Les mains antéro-postérieures, de part et d'autre du corps. Bouge là.
Talon fesse là. Hein? OK. Bouge là. Avec toujours le sourire. Je vois la maison. OK. Bouge là. Bouge. Bouge. Là, on prend jumping jack. Jumping jack. OK. Bouge là. Bouge. Bouge là. Bouge là. OK. OK, on rassemble. Là, sur place. Le mouvement, il est très simple. OK. On va partir avec exercice. OK. Croisé, paume, genou intérieur. OK. 2, 3, 4 et go. Bouge. Bouge. 7. Bouge. Bouge. OK, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pauses. Il faut travailler chez soi à la maison avec le sourire. Pour celui ou celle qui n'arrive pas à travailler comme le coach, on n'est pas obligé d'aller rapidement. OK? Pause. On va changer, hein? 2, 3, 4 et go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on marche. Récupère. Marche, récupère. Ça peut aller, hein? Ça peut aller. Et l'exercice, on va le travailler tout doucement pour les personnes qui ne sont pas en bonne condition physique à la maison. OK? On part tout doucement. 2, 3, 4, doucement. 1. Bouge encore. 2, 3, 4, 5, 6 encore. 1. OK. 2, toujours le sourire. 3, 4, on continue. Le sport, c'est difficile, c'est dur, mais c'est vital. Il faut travailler toujours. 5, OK. 6, 7 et 8 pauses. On va travailler le même exercice. On travaille le même exercice de manière, de façon lente pour les personnes qui ne sont pas en condition physique à la maison. 1, 2, OK. 3, c'est beau. 4, OK. 5, c'est beau avec le sourire. 7, OK. Et 8, je vois la maison. Ne soyez pas stressé. Souriez au sport. OK? Ça peut aller. On bouge pour récupérer. On bouge pour récupérer. Sur place. Ça peut aller. On va travailler l'intérieur. OK, la main. Et on travaille l'intérieur, pas doucement d'abord. Et après, on va aller rapidement. 2, 3, 4 et go. Doucement. 2, 3, la jambe est légèrement fléchie côté. Et on travaille tout doucement. Avec bien sûr le sourire. Avec quoi débattre? Le sport, c'est la vie. Et c'est vital. Et bouge, dernière série. Bouge là. Hein? Bouge là. Et pose. On va changer. OK? Soyez relax. Souriez au sport. Souriez à la vie. 2, 3, 4 et go. 1, doucement. 2, OK. 3 avec le petit sourire là. Hein? 4, 5, 6, 7, 8, pause. Marche. 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 Grandis, 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 grandis. 2, descends, descends, descends avec les mains, là. Bouge, 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 bouge. On s'applaudit. Le sport, c'est difficile, c'est dur, mais c'est vital. Effectivement, la bonne dose d'énergie matinale en ce début de semaine distillée par notre cher coach Diabaté. Alors, on vous en remet encore, et cette fois-ci dans les assiettes, pour rester sur la droite ligne de ce choix de la proximité aujourd'hui avec l'histoire du petit-déj. On va délaisser un tout petit peu le pain, le temps de retrouver Marcelin pour s'arrimer au cabato plutôt. Voilà, qui est cette poudre de céréales là, qui est faite à base de maïs ou de manioc des fois. Donc le cabato ici présenté avec une sauce gombo qui est notre petit légume qu'on utilise pour les sauces. Voilà, accompagné de tout ce qui est assez
digeste et tout. On a accompagné de crevettes, de crabes, de crustacés. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est très bon pour le matin. Du côté de l'arrière-pays, on en raffole. Le matin aussi, du côté d'Abidjan, dans les points sensibles pour le démarrage du boulot, c'est aussi demi pour avoir de l'énergie. Voilà, bon appétit, c'était notre proposition de ce matin. Le rassis aussi, il est très bon, hein, couché. Il est très bon. Alors, on passe maintenant à une bonne dose d'informations avec monsieur Renaud Kobia. Coucou, bonjour Renaud. Bonjour Alix. Bon week-end, on espère. Oui, super. Alors, on démarre ce lundi avec la présidentielle de 2020 et l'expression justifie le choix du Premier ministre. Tout à fait. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Pourquoi AGC est le meilleur choix? Le confrère révèle les raisons qui ont milité pour la désignation du chef du gouvernement pour défendre les couleurs des eaux-fouettistes à la présidentielle d'octobre 2020. Le confrère cite le président de la République qui déclare à ce sujet « Faites-lui confiance ». Quant à l'intéressé, il déclare « Je donnerai tout pour que le RHDP gagne au premier tour ». Et ça a été l'émotion saisissante de ce week-end. L'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel qui a été inhumé ce samedi 14 à Papoabo, son village national. Oui, et la nation a rendu un ultime hommage à Charles Dibi Kofi, présent à Boisflé à cette occasion. Alassane Ouattara et son épouse qui avaient plutôt à leur côté le président togolais Faure Gnassingbé Yadema ont assisté aux obsèques du président du CESEC au stade municipal de la ville. Retrouvez tous les détails de cette cérémonie d'adieu dans Fraternité Matin de ce jour. Et l'intelligent d'Abidjan revient également sur cette même information des obsèques de M. Charles Dibi Kofi. Oui, et c'est avec ce titre, retour sur un hommage plus que mérité rendu samedi dernier à Charles Kofi Dibi. Le confrère dans son papier revient sur le parcours et les qualités de ce grand commis de l'État de Côte d'Ivoire que fut Charles Kofi Dibi. L'intelligent d'Abidjan passe en revue l'essentiel de ce qui s'est passé dans la ville de Boisflé où aux côtés des populations étaient présentes des personnalités telles que le chef de l'État et son épouse, le président togolais ou encore Madame Mbédié. Et un point sur la santé, notamment avec le coronavirus. Hélas, la Côte d'Ivoire enregistre 3 nouveaux cas. C'est l'annonce faite dans un communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ce samedi 14 mars 2020 selon l'Inter. Il s'agit de patients de nationalité ivoirienne dont 2 ont séjourné récemment en France et en Italie. Quant à la 3e personne, c'est un agent de santé exerçant dans une école primaire. Ces 4 nouveaux cas portent à 4 le nombre de malades en Côte d'Ivoire. Et face donc à ce chiffre qui ne fait que croître, l'Inter, le soir Info plutôt, donne des conseils d'usage. Oui, ces conseils sont relatifs aux mesures de prévention. À ce sujet, le confrère met l'accent sur le port du cache-nez pour lequel il enseigne les bonnes pratiques. Plus de précisions dans l'Inter de ce jour. Et on ne penserait pas avoir une telle nouvelle, mais Allopolis s'intéresse à une histoire de viol sur mineurs. Oui, cette histoire, c'est celle d'un policier accusé d'avoir violé son garçon de 8 ans et sa fillette de 4 ans. L'hebdomadaire d'investigation qui a rencontré la mère des victimes livre son interview émouvante dans laquelle elle déclare notamment « Il a violé mon fils et l'a menacé avec son arme ». Pour plus de précisions sur cette histoire qui s'est passée dans la ville de Yamoussoukro, il faut lire Allopolis de cette semaine. Et suivre cette affaire avec les instances juridiques également. Des artistes ivoiriens marchent pour la paix, pour terminer. Oui, ils sont 3. Ce sont Paul Madis, Boklay et Famian Jericho. Ils ont décidé de faire la distance à Abidjan-Korogo longue de 700 km à pied pour sensibiliser les Ivoiriens pour une élection présidentielle sans violence. Partis d'Abidjan le 9 mars 2020 selon le quotidien Le Matin, ils sont arrivés à Yamoussoukro le samedi dernier. Selon Paul Madis, à travers cette activité, en plus de faire la promotion de la paix, ses amis et lui veulent marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire comme les femmes qui ont marché sur la prison de Grand Bassam en décembre 1949. Belle initiative. Merci à vous, Renaud. Merci, Alix. On se revoit bonjour demain. À Marco. On attend nos baguettes de pain. Eh oui, justement, Marcelin, qu'on va retrouver maintenant, qui voilà, va se rouler dans la farine. Non, pas nous rouler dans la farine. C'est parti. Ça, c'est le pain qui a été fabriqué tout à l'heure aux alentours de 21h, 2h du matin. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quel genre de pain? Le pain muesli. Le pain muesli? Voilà, mais ça, c'est le pain aux céréales. Ah, d'accord. D'accord. Et ça? Voilà. Ça, c'est mon coup de cœur. Un pain orange et chocolat. Voilà. Ah, d'accord. Alix et moi, on fait nos commandes comme ça en même temps. Hein? Pain orange chocolat. Ensuite, ici? On vient ici encore. Ça, on va loger tous nos produits locaux. Ça, c'est un pain à base de café et de cacao.
Ça, c'est un coup de cœur. C'est très bon pour le petit déjeuner. Cacao. Café, dans le même pain. Wow. Donc, imaginez la suite. Ah bah, on imagine très bien. Voilà. Et ici, on a Voilà, ça c'est le pain tradition. Voilà. Un pain à le base fameux de lait. pain. Voilà, le fameux pain tradition, un pain à base de levain. C'est ce qui fait la différence. Le levain fait maison. fait maison. Fait maison. Ça donne envie, hein, les Le levain odeurs, fait bonnes maison. odeurs ici. Donc ça, c'est des dérivés. C'est le même pain tradition, mais avec du pavot, avec du sésame, c'est le même pain. Voilà. Avec du pavot dans le pain? Oui, du pavot, Ah ouais? du sésame. Ça réveille là? Ça réveille, Ah, le sésame, c'est très bon pour le foie. justement. C'est ce que vous connaissez. Alors ensuite, nous avons quoi? Ça, c'est le pain de mie. Mais là aussi, on ajoute des graines, du pavot, du sésame, des courges. Voilà, tout ce qui est comme graines. C'est un mélange de graines qu'on met dans ce pain. Ça, c'est un pain de mie. Maintenant, voilà le pain du chef. Ah, le pain du chef. Voilà, le pain du chef. Wow. Pourquoi le pain du chef? Pourquoi c'est le pain du chef? C'est une trouvaille du chef, en fait. Wow. Voilà, c'est un secret. Il y a quoi dedans? Vous parlez comme les Ivoiriens, il y a qui dedans? Il y a quoi dedans? C'est un pain de mie. Il y a du flocon d'avoine, ce qu'on appelle pratiquement ici quaker. Le flocon d'avoine, sésame, son de blé. C'est tout. Très bon. D'accord. Ça réveille. Ok, ça arrive. Alors là, les gars sont en train de transporter un peu, d'acheminer, parce que je rappelle que le circuit est le suivant. Vous travaillez depuis 23 heures jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain. C'est-à-dire c'est pratiquement 24 heures sur 24. Et là, le pain est en train d'être distribué comme ça. Dans les succursales, les produits sont en train de venir. Et ça, c'est un travail qui nécessite énormément de force. De force, oui. De mental. De mental, tout, voilà. Il faut se donner à fond. Voilà, ça dégage, en fait. C'est vrai, Yacine, c'est vrai? En fait, c'est une chaîne, c'est toute une suivi, c'est-à-dire du pétrissage jusqu'à la livraison. Tout doit être suivi, tout est millimétré, c'est-à-dire que nous avons des minuteurs. Il ne faudrait pas que le pain crame, il ne faudrait pas que le pain soit trop poussé. Nous avons des minuteurs pour que le pain vraiment... C'est-à-dire que l'Ivoirien doit toujours avoir le même goût du pain. Il ne doit pas venir goûter le pain aujourd'hui et demain le goût va changer. Le goût doit être toujours pareil par rapport à la qualité. Ok les gars, on va aller en salle maintenant. Hein. On va aller maintenant en salle pour voir un peu tout ce qui s'est fait là, comment ça s'est fait, à base de quelles normes, le processus de fabrication. Le temps pour nous, mesdames et messieurs, d'être avec nos consultants de lundi. Vous le savez, c'est tous les jours comme ça, tous les lundis comme ça en tout cas, avec Paul Arnaud Ekou et notre très cher doyen Diomandé pour service à domicile. Info, service à domicile, c'est Matin chez vous qui se décline ici. À tout à l'heure. Allez les gars, on va faire notre pain. Oh, attention, allez. Pardon. Bonjour Marcelin, je sais que tu te trouves actuellement dans une boulangerie-pâtisserie. Moi je suis ici à la Locodrome. J'attends que tu m'apportes mon pain pour entamer mon petit déjeuner. Et bien évidemment, ta position et ma position me permettent de traiter d'une profession, d'un métier qui est devenu très courant à Abidjan. C'est le métier de livreur professionnel. Évidemment, quand le boulanger, quand le pâtissier va finir son pain, il va falloir les porter jusqu'au consommateur que nous sommes. Et il y a toute une petite industrie, j'allais dire automobile, motorisée, qui s'est mise autour de la livraison du pain. Je vais parler des coursiers à moto. Au début, on les connaissait plus pour la livraison du pain, mais aujourd'hui, on les voit livrer plusieurs marchandises, livrer plusieurs processus et parfois même une autre industrie s'est développée autour de tout ce qui va être livraison à la demande avec des grandes plateformes informatiques qui coordonnent, qui organisent ce secteur-là. Pourquoi nous parlons des livreurs professionnels, des coursiers à moto? Parce que bien évidemment, ils sont quasiment tout le temps sur la route, ils font de la route un outil de leur travail, mais surtout parce que c'est des acteurs qui sont aussi à classer dans la catégorie des transporteurs routiers. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire « Ah, j'ai une moto, j'ai un peu de temps libre, je vais gagner de l'argent, je prends mon téléphone, je m'abonne à une application, je vois la commande, j'essaie de livrer sur mon trajet, j'essaie de livrer dans les meilleurs délais de temps et je gagne un peu d'argent. » Il y a ça comme réalité. Mais derrière, il y a toute une profession qui est organisée. Un livreur à moto, un coursier à moto est d'abord et avant tout un transporteur. Il exécute une mission de transport public de marchandises. Donc du coup,
il lui a imposé cette obligation-là de se conformer à la réglementation sur les transporteurs. C'est une activité commerciale, donc à la base, il faut qu'il se dote de tout ce qu'il lui faut, juridiquement parlant, pour exercer cette profession-là. Son registre de commerce, il doit également pouvoir s'inscrire au registre des transporteurs et il doit pouvoir se conformer à toutes les obligations, comme le paiement de la patente qui est imposée aux transporteurs. Je le dis ainsi, non pas parce que je veux plus ou moins inquiéter des gens qui en font un job, mais parce que il y a beaucoup de risques à travailler sur la route et le code de la route et la loi sur le transport doit permettre à réguler la situation et surtout à assurer votre sécurité. Il y a une autre disposition, un autre statut transitoire qui est le statut de l'artisan transporteur indépendant. Vous avez votre propre moto, vous êtes seul là-dessus, vous vous déclarez comme un artisan transporteur, vous pouvez faire la livraison à titre professionnel. Dans l'un ou l'autre cas, vous devez, comme je l'ai dit, savoir que c'est un métier réglementé, c'est un métier régulé et qui impose que vous vous conformiez à la législation. Si vous ne le faites pas, vous allez engager votre responsabilité, vous allez faire courir des risques à vos clients et à vos donneurs d'ordre et bien évidemment, vous allez compromettre votre chance de pouvoir en faire une activité génératrice des revenus. Donc, il est important pour vous de savoir vous positionner lorsque vous décidez de vous livrer dans le métier de coursier-livreur. Et je vais finir sur ces conseils-là. Je ne veux pas vous inquiéter, je ne veux pas inquiéter mes amis cyclomotoristes et motocyclettes qui font la livraison à moto. Je ne veux pas aussi décrier votre condition de travail parce que je sais la charge utile que vous nous apportez, je sais les difficultés que vous faites et je sais l'importance que ça représente. Je veux simplement faire savoir que c'est un métier qui commence à prendre de l'importance et qui va même prendre encore plus d'importance avec l'augmentation des services à la demande. Donc il est important que des acteurs comme vous puissent organiser, puissent donner l'exemple de l'utilisation de la moto sur la route, puissent porter le casque, puissent rouler selon les règles de la circulation routière, puissent respecter les usagers qu'ils rencontrent, puissent respecter ou s'assurer de la qualité et de la garantie de la marchandise qu'ils transportent. Ça va donner de la noblesse à votre profession et ça va vous permettre à vous aussi de pouvoir être un acteur important de l'économie ivoirienne. C'est sur ces propos-là que je veux clore cette rubrique de ce jour-là et que je rends l'antenne à Marcelin à la RTI. Je vous remercie. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire. C'est une méthode qui s'est faite à partir du moment où une personne a un malaise ou une personne a un arrêt cardiaque. C'est là qu'on procède maintenant à la RCP. La RCP, je vous l'ai dit, c'est la réanimation cardio-pulmonaire. C'est un massage qui se fait à partir de la poitrine. Mais bien avant ça, il faut d'abord dégrafer la victime. Une fois la victime dégrafée, vous procédez maintenant au massage. Mais il y a des conditions. Le massage ne se fait pas sur le lit, dans un premier temps. Ça ne se fait pas sur un matelas. Ça ne se fait pas sur un canapé. Le massage se fait sur un plan dur. Sur un plan dur, j'insiste. Parce que le plan dur va vous aider à bien compresser le cœur. Et il faut compresser le cœur pendant 30 fois et vous donner 2 insufflations. Bouche à bouche ou avec un appareil, un insufflateur manuel ou un insufflateur à oxygène. Mais le bouche à bouche est plus efficace. Et vous le faites jusqu'à l'arrivée des secours médicalisés. C'est quand ils seront là, ça peut être les SAMU, ça peut être les sapeurs-pompiers. Quand ils seront là, c'est eux qui prendront la relève. Mais tant qu'ils ne sont pas là, vous continuez à faire le massage. Mais retenez que ça ne se fait pas sur le lit. Vous descendez la victime du lit. Ça ne se fait pas sur un canapé. Et ça ne se fait pas sur un matelas. Ça se fait sur un plan dur. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Alix, ça sent tellement bon. Et oui, ça donne envie tout de suite. J'ai pas besoin de tenue particulière. Hein. Comme ça va? Ça va, déjà en blanc, voilà, c'est signe de propreté. On a fait exprès.
Voilà. Alors là, dites-nous tout, Nestor. Là, nous sommes en train de travailler une pâte viennoise pour faire les pains de mie, les pains de chef, les grenages de chocolat. Voilà, à partir de cette pâte-là, il y a des dérivés au fait. Quand vous dites nous sommes en train de travailler, ça veut dire quoi, être en train de travailler? Nous sommes en train de pétrir la pâte. De pétrir la pâte. Voilà. Et après pétrissage, on va mettre dans les bacs. La pâte vient d'où afin qu'elle soit pétrie? Elle vient d'où? C'est une farine. D'accord. Un mélange de farine, sucre. C'est ça qui est là? Oui, la farine. Quel genre de farine? C'est une farine particulière? Non, pas une farine particulière, une farine de type 55. Ça veut dire quoi, farine de type 55? Oui, c'est une farine qui est typiquement pour la boulangerie, rien que pour le pain. Voilà. Et c'est quoi sa particularité? C'est une farine qui est riche au fait. Voilà, elle nous permet d'avoir un bon pain. Parce que là, il y a du gluten. C'est le gluten, c'est cette substance-là qui donne la force à la farine au fait. Donc nous utilisons cette farine-là pour faire nos pains. Mais il y en a qui n'aiment pas le gluten. Oui, mais ici nous avons des produits sans gluten. D'accord, mais là c'est dans le cas où il y a du gluten. Voilà. Au cas où il y a du gluten, mais nous avons des produits sans gluten. Mais ici notre force c'est quoi? Est que nous travaillons nos pâtes sur 24 heures. C'est-à-dire? C'est ce qui change, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Ici nous pétrissons, ça sera enfourné demain à cette même heure-là. C'est-à-dire? Ça va reposer 24 heures. Ah, ça qu'on fait là, ça va se reposer? C'est ça mon frère, bonjour? Oui. C'est quel nom? C'est Willy. Willy, ouais. Donc ce que tu as fait là, pourquoi tu as arrêté la machine maintenant comme ça? Pour remettre la pâte ensemble. Remettre la pâte ensemble, ça veut dire quoi? Pour rassembler les coups de pâte qui sont à côté du pétrin. Et ça là, ça fait ça pendant combien de temps cette pâte là? Bon, la pâte a tourné 20 minutes. 20 minutes? 5 en première et 15 en... Donc la pâte que nous préparons là actuellement, c'est pour demain, mardi? Mardi. Ok. Ok. Et c'est quoi la particularité quand ça donne quoi au pain? Ça change quoi dans le pain? Au fait, il faut savoir que la différence entre les pains, c'est le goût. En fait. Quand un pain met du temps à fermenter, ça change tout, ça donne un meilleur goût. C'est comme je vous explique, il y a la vent, c'est comme du levain. Dans le fait de pain, là, il est venu mettre à Jovan dedans. Plus la pâte fermente bien, le pain a un bon goût. C'est ça qui fait la différence avec les autres boulangeries. Ah, d'accord. Voilà. Nous, on a une chambre froide, on pétrit, on met en chambre froide. D'accord. La pâte prend le temps de fermenter tout doucement, lentement. Tout ce qui est arôme se dégage. Et quand on met au four, c'est plus quoi. Voilà, c'est plus le goût, il change en fait. Yacine, c'est un label qualité. Ici, chez vous, c'est comme ça. Il y a toute une manière de faire. Voilà, la fermentation, l'intérêt de la fermentation, c'est ça change le goût du pain. Au fait, la fermentation favorise l'aromatisation du pain. Le pain, il est aromatisé, il en a un arôme qui donne vraiment du goût. C'est-à-dire, en mangeant le pain, vous avez un parfum qu'on appelle le levain. Donc la pâte a plus le temps de se reposer. Quand vous pétrissez la pâte tout de suite et que vous travaillez la pâte, c'est comme vous forcez la pâte. Pourtant, la pâte a un temps de repos. Et son temps de repos, c'est les 24 heures. Après 24 heures, vous avez une qualité top. Ok. Nestor, là, on connaît maintenant comment ça se passe. Après, on passe où maintenant? On va à la chambre froide, vous allez voir comment la pâte se repose. Ok, là on va en chambre froide pour voir un peu comment la pâte se repose. Vous constatez que chacun ici fait son petit métier, chacun est concentré. C'est comme ça l'ambiance dans toutes les boulangeries très tôt le matin. Là il est à peine 6 heures, mais déjà tout le monde va à ses occupations. Et tenez-vous bien, les gens travaillent depuis 23 heures la veille. Depuis 23 heures, il y a un travail de préparation. Vous avez vu avec la pâte tout à l'heure comment ça se fait. Vous avez vu un peu le circuit. Le circuit, il y a la sécurité, il y a la santé. Parce que tout ce qui tourne autour du pain est vital pour la population. On se retrouve juste après pour le dernier bloc de ce matin chez vous. Bien évidemment, et avec beaucoup d'intérêt parce que voilà, c'est le petit déjeuner, c'est le matin, c'est le premier repas de la journée qui est très très important. On suit avec beaucoup d'acuité ce périple dans cette boulangerie. Alors, on va revenir sur cette information. Vous savez ce qui fait l'actualité sanitaire et des numéros verts gratuits ont été donnés pour toute information ou tout cas que vous pourrez suspecter. Bien sûr, dans la mesure et dans la responsabilité, il ne faut pas céder à la psychose. Ce sont le 143, le 101
Et on a un numéro avec, voilà, qui s'affiche là sur vos écrans, le plus 225 49 13 17 36 et les numéros gratuits 143 ou le 101 pour appeler et pour donner des informations ou voilà, donner voilà, votre indication pour que l'on puisse vous prendre en charge, pourquoi pas. Alors, elle revient pour ce lundi avec son beau sourire. C'est Gabrielle Zani qui sera là avec nous dans quelques instants. Que veut la synergie 2020? Voilà, c'est la question qu'elle posera à son invité, par ailleurs président de Synergie 2020, M. Mahamadou Kébé, député aussi à l'Assemblée nationale. Dans quelques instants, pour l'heure, on part pour le bloc pub, météo et Régis Kofi qui a plein d'informations à nous donner. Il est le maître de l'improvisation. On l'appelle l'enfant de Batanicro. Le capitaine El Capo signe son grand retour. Denko en concert live. Le samedi 21 mars au Palais de la Culture. 16h. Tickets 5 000 et 10 000. Disponibles dans tous les points de vente habituels. Spectacle parrainé par le Premier ministre Amadou Koulibaly. Denko, le retour. Infoline 49 38 22 02 22 54 70 27. Un événement pièce Yvan. L'épidémie de pneumonie causée par le coronavirus sévit dans la ville de Wuhan en Chine. La propagation dans plusieurs villes ainsi que dans d'autres pays a emmené l'OMS à déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale. La pneumonie de coronavirus se transmet par voie respiratoire et par contact direct avec une personne malade. Elle se manifeste par une fièvre, une toux et des difficultés respiratoires. Pour prévenir la maladie à coronavirus, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations le respect des mesures suivantes. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de rhume et de toux. Utiliser un mouchoir pour éternuer ou tousser et le jeter dans une poubelle. À défaut, éternuer ou tousser dans le pli du coude. Se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de survenue de fièvre, toux et des difficultés respiratoires. Appelez le 143 ou le 101 pour plus d'informations ou envoyez coronavirus au 1366. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec ses partenaires. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, les régions du littoral et du sud forestier connaîtront un temps généralement nuageux avec des possibilités de pluie par la suite. Le soleil fera progressivement son apparition. Partout ailleurs, le temps sera ensoleillé. Pour les variables de cette matinée, 25 degrés à Abidjan, à Diaké, 25 à Bondoukou, Boaké et Daloa, 26 degrés à Dimbokro, 25 à Gagnoa, pareil pour la ville de Korogo, 24 degrés à Mo et Odiéné, 26 à San Pedro et Sassandra, et enfin 25 degrés à Tabou et 26 à Yamoussoukro. L'après-midi, en milieu ou en fin de période, on observera des foyers orageux isolés, parfois accompagnés d'averses de pluie dans les régions du sud forestier, du littoral et de la bande centrale. Dans les régions du nord-est, on pourra observer l'apparition de nombreux nuages en milieu ou en fin d'après-midi. Pour les températures de cette période, 32 degrés à Abidjan, 33 à Diaké, 37 degrés à Bondoukou, 36 à Boaké, 35 à Deloa, 37 degrés à Dimbokro, 35 à Gagnoa, 37 à Korogo, 35 degrés à Mont, 37 à Odiéné, 33 degrés à San Pedro, Sassandra, 32 à Tabou et enfin 36 degrés à Yamoussoukro. Merci de votre fidélité à ce point météorologique et très bon début de semaine à toutes et à tous.
Bonjour à tous. Ne pas céder à la panique, mais respecter les consignes face au coronavirus Covid-19. C'est ce que recommandent les autorités ivoiriennes. La Côte d'Ivoire enregistre 4 cas de personnes infectées. Comment les populations perçoivent cette situation? Élément de réponse dans ce reportage de Jeanne Atoubé qui s'est rendu à Bingerville. Hôpital général de Bingerville. Nous rencontrons Dame Lagui au sortir d'une salle de consultation. Elle a dû arriver précipitamment dans cet établissement sanitaire de l'apparition des signes de fièvre et de fatigue chez sa fille. Après l'avoir examinée, le médecin traitant a, selon la mère elle-même, conclut un début de paludisme, sans gravité. Dame Lagui confesse qu'elle a eu peur, très peur, juste en pensant au coronavirus. J'ai appris qu'il y a une maladie qui est venue, qu'on appelle ça corona. Raison pour laquelle je l'ai amené à l'hôpital. Ils ont dit que ça va supporter certaines températures. Je prie Dieu à ce que ça n'arrive même pas. Cet homme ne sait pas encore que le coronavirus Covid-19 a été détecté en Côte d'Ivoire et confirmé par les autorités sanitaires. Comme lui, des personnes au sein de la population, malgré ce qu'en disent les médias, n'en savent rien, ou encore une connaissance très vague de cette maladie devenue pandémie devant laquelle elle ne s'alarme guère. Et même si le coronavirus, objet de toutes les attentions depuis le mois de janvier, fait peur, les populations continuent quand même de vaquer tranquillement à leurs occupations, d'effectuer leurs échanges commerciaux, d'assurer leurs déplacements comme à leur habitude, même si elles s'en méfient. En revanche, elles ne manifestent aucun signe de panique. Même si quelqu'un a contacte le virus, on va savoir. Donc pour le moment, ça ne me fait pas peur. C'est pas d'où les gens viennent, bon, on est en contact avec tout le monde. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prendre des précautions vraiment pour ne pas contacter le virus. Face au coronavirus, les autorités sanitaires jusqu'au plus haut sommet hiérarchique sont en alerte maximale. 3 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 détectés à ce jour, ce qui porte le total à 4 en Côte d'Ivoire. La population garde à l'esprit les mesures de prévention contre cette pandémie. Il a dit de se laver les mains avant de manger. Je peux saluer les gens comme ça, bonjour. Mais il a dit que faire les bises là, non je ne peux pas parce que déjà l'hôpital a dit de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc je ne vais pas faire. Des actions d'information et de sensibilisation sont menées en cohérence avec un plan de communication stratégique élaboré. La finalité, freiner la propagation du coronavirus Covid-19 en s'appuyant sur les dispositifs mis en place par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous avons les émissions que nous diffusons avec la radio locale de Bingerville. La portée de ce message, déjà les premiers gestes à avoir, comme le lavage des mains, comme éternuer dans les coudes, et puis la salutation, disons, à 1 mètre, c'est-à-dire que ne pas se toucher les mains, c'est déjà ça pour pouvoir déjà lutter contre cette épidémie-là. Le ministre de la Santé nous a rassurés. Nous pensons que les dispositions sont prises pour que cette calamité s'arrête. Les Ivoiriens ont pris la mesure de la gravité de la situation. Pour autant, ils ne se montrent pas alarmistes. Reste maintenant aux populations à demeurer responsables et faire preuve de discipline en acceptant le bouleversement de certaines habitudes communautaires au nom du respect strict des mesures de prévention, au risque de se voir imposer des mesures drastiques. Sur le continent en Tunisie, ce sont les herboristes qui font le plein face au coronavirus. Les Tunisiens continuent à venir à Soukelblatt, le quartier des herboristes. Les plantes médicinales locales et importées sont d'ordinaire prisées pour se prémunir notamment de la grippe hivernale, dont les symptômes sont similaires à ceux du nouveau coronavirus. Outre une ruée vers l'ail, dont le prix a flambé et atteint parfois 25 dinars, plus de 5 000 francs CFA le kilogramme. La plupart des clients cherchent des plantes et mixtures efficaces, mais aussi pas chères. La Tunisie enregistre 18 cas officiellement répertoriés depuis le 2 mars. Aucun décès. La crise du coronavirus, tout comme la fermeture quasi totale des frontières marocaines, n'affecte en rien les tentatives de franchissement du détroit de Gibraltar par des migrants comme Abdel Louhaid, un Marocain qui dit n'avoir pas peur de tomber malade.
Nous tomberons malades, si cela est notre destin, coronavirus ou pas, nous sommes déjà malades dans ce pays, dit-il. Et selon lui, ils sont nombreux à penser ainsi. Contre le coronavirus, chacun y va de sa recette. En Inde, des dizaines de dévots hindous boivent de l'urine de vache lors d'une fête à New Delhi. Ils sont persuadés que ce breuvage les protégera du nouveau coronavirus, des allégations réfutées par des experts. Le nombre total de cas confirmés en Inde est de 84. 10 patients testés positifs sont à présent guéris, tandis que 2 autres sont morts. En France, l'épidémie de coronavirus a fait 127 morts, soit 36 de plus que samedi, et 5423 cas de contamination confirmés, soit plus de 900 cas supplémentaires en un jour, selon le décompte quotidien de l'Agence nationale de santé publique. Cette hausse du nombre de morts et des contaminations est la plus importante enregistrée en un jour depuis l'apparition du virus sur le territoire. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué hier qu'il demanderait sans doute demain leur avis aux experts scientifiques dans la crise du coronavirus sur l'opportunité de tenir le second tour des élections municipales prévues le 22 mars. Et justement, ces élections municipales, plusieurs personnalités politiques appellent à reporter le second tour. Maintenir ces élections municipales est un choix incompréhensible pour nos compatriotes, a affirmé Marine Le Pen en réaction aux résultats du premier tour des élections municipales marqué par une participation historiquement basse, 54,5% en raison de la pandémie de coronavirus. J'appelle solennellement le président de la République à organiser avec les forces politiques le report du second tour, a affirmé Yannick Jadot, le patron de LV. Merci de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci à vous, Régis Kofi, et belle journée également. On se revoit demain. Et nous partons pour notre dernière randonnée avec Marcelin, qui va bien sûr nous amener bien sûr des pâtisseries, ça c'est sûr, mais on va suivre avec lui le dernier processus de cuisson. Voilà, Nestor, donc... Maintenant, nous sommes à l'étape d'enfournement. Ça, c'est notre machine, la panéotrade, qui va servir à découper le pâton en 10 pâtons, voilà. Le gros pâton de 3,5 kg qui sera divisé en 10 pâtons pour avoir 10 pains tradition. Et après ici, on passe sur le tapis. C'est ici que tout se passe, le pain rentre au four. Et on a 25 à 30 minutes de cuisson. Yacine, c'est pas fatigant de travailler toujours dans des conditions comme ça, chaud, froid, tout ça, oui, ça n'agit pas sur la santé? Oui, ça, bon, comme nous avons des soins, on a des gens qui s'occupent de nous. Un boulanger a des soins particuliers. Quel genre de soins? Par exemple, des visites. Médicales régulières? Médicales régulières, donc ça fait qu'on a un temps de repos aussi. On nous donne un temps de repos quand tu es fatigué. Ouais, ok. Une permission pour ok. Alors, là, monsieur, là, vous faites quoi? Je suis en train de enfourner la pâte. Ça, c'est pour le pain d'aujourd'hui, lundi? Oui, c'est pour le pain d'aujourd'hui. En exclusivité pour Matin Bonheur, mesdames et messieurs, le pain tradition pour ce lundi 16 mars 2020, en direct et en exclusivité sur RTI Matin Bonheur, matin de la proximité. Waouh, il fait extrêmement chaud ici. Oui, la chaleur, et là, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Il est en train de la main, scarifier la pâte. Ça donne plus de volume à la pâte. D'accord. Oui, tout ce qui est gaz, parce que là on travaille des produits chimiques. La levure, c'est un produit, l'amidon, c'est un produit chimique. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il met de la buée. Voilà, ça va permettre au pain de développer normalement. D'accord. Voilà. Et quand il a mis la buée maintenant? Il met ça au four, il enfourne. Ah, ça c'est la partie que j'aime là. On appelle ça l'enfournement. Comment on appelle ça? L'enfournement. Voilà. Pendant combien de minutes? Et 25-30 minutes. Pendant 25 minutes. 25-30 minutes parce qu'il y a des gens qui aiment le pain blanc, d'autres aiment le pain qui est bien cuit. Et nous, on conseille aux gens le pain bien cuit. Et après, il y a quelqu'un qui vient chercher le pain pour l'envoyer en salle. Voilà. Waouh! Ça, c'est le pain qui était déjà prêt. Oui, ça, c'est notre nouvelle sortie. C'est le pain, la baguette du chef. Ça, c'est un pain qui est fait sur pouliche. C'est-à-dire? La pouliche, c'est quoi? C'est la farine, de l'eau, de la levure qu'on laisse fermenter pendant 24 heures et le lendemain, on utilise pour faire ce pain-là. Ça donne un autre goût, un autre parfum, une saveur à cette baguette-là. Et quand on a fini comme ça maintenant, on livre ça en bas. Et comment ça se passe? Il y a des personnes chargées spécialement? Oui, ici, il y en a des gens qui sont là
Celui-là. Ah, les personnes qu'on a vues tout à l'heure en venant. Ah, voilà. Et il y a des personnes qui s'occupent des succursales. Voilà. Il y a d'autres qui sont là pour compter tout ce qui est pain, tout ce qui est production. Et d'autres sont là pour transporter. Combien de produits environ vous produisez par jour comme ça? Viennoiserie, boulangerie, tout au plus d'une soixantaine de produits que nous produisons par jour. Une soixantaine de produits par jour. Alors, donc on va essayer de descendre pour aller. Là, le pain est en train d'être... il s'appelle comment lui? Oui. Augustin, vous allez mettre ça en salle maintenant? Oui. On vous suit? On vous suit? Allez, allons. Ça, c'est en exclusivité. Je n'ai pas le droit de toucher ça parce que c'est... Voilà, je n'ai pas de gants. Les conditions sont respectées. Alors, Augustin, donc chaque matin, comme ça, vous faites combien d'allées, venues, aller-retour? On fait beaucoup d'allées-retour, hein. Parce que ici, tellement il y a la clientèle. Donc, à chaque fois, on fait descendre le pain. Et quand c'est comme ça, le pain, on n'a pas le droit d'y toucher, hein? Non. À part les vendeuses. À part les vendeuses. Et puis quand on n'a pas de gants, c'est pas la peine. Non, pas la peine. Et là, ça sent... Là, ça va directement au magasin. Là, mesdames, nous sommes dans une petite chambre donc, du magasin. Et là, on peut vous suivre? On peut vous suivre? Donc, voilà. Donc, Augustin va venir maintenant le mettre. Et voilà ce que ça donne. D'accord. Et là, tout est là. Tout est là. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on s'arrête pour Matin chez vous, Matin de la proximité. Le circuit du pain, la munitie, le professionnalisme et des appareils vraiment adaptés afin que le pain qui est fabriqué arrive dans les assiettes du public, du téléspectateur, vraiment avec toute la qualité. On a été très heureux d'être en votre compagnie ce matin. À chacun son pain quotidien. À vous, Alix. Eh oui, vous ne croyez pas si bien dire. Et nous sommes ici, hein, toujours derrière à courir notre pain quotidien. On espère que vous nous en ramènerez ce matin. On a besoin d'énergie. Elle en a. Elle fait son retour pour aujourd'hui. C'est notre rayon de soleil pour l'instant de vérité. Que veut Synergie 2020? C'est la question directe qu'elle va poser à monsieur Mahamadou Kébé, député, président de Synergie 2020. Tout de suite et maintenant dans Instant Vérité. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue si vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur. Alors, réunis en congrès à Yamoussoukro, le Parlement autorise le projet de révision de la Constitution à une large majorité. Des groupes parlementaires crient au tripatouage des textes. Synergie 2020, un groupe de 11 députés approuve la révision de la Constitution. Ces députés veulent aussi être considérés comme une force de proposition politique. À leur actif, disent-ils, la désignation d'Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre. Alors, quel intérêt le candidat du RHDP représente-t-il pour Synergie 2020? Pourquoi justifie-t-il l'initiative de la révision de la Constitution? Cette modification est-elle vraiment nécessaire? Alors, mesdames et messieurs, Mahamadou Kébé se prêtera à nos questions dans Instant Vérité. Il est le député d'Agbadou et de Sago, voilà, dans le département de Sassandra. Mahamadou Kébé est le président de Synergie 2020. Alors, bonjour, monsieur, et bienvenue donc à Instant Vérité. Bonjour, madame. Merci. Alors, créé en mai 2019, Synergie 2020, un groupe de 11 députés approuve le projet de modification constitutionnelle. Alors, pendant que des groupes parlementaires crient au tripatouillage des textes. Alors, pourquoi ce choix? Madame, la modification constitutionnelle est non seulement justifiée, toute sa justification dans la Constitution elle-même, mais en plus de ça, toute œuvre humaine est amenée à être améliorée et selon les circonstances. Quand l'homme fait quelque chose, on l'adapte aux réalités du moment. Et nous, ce que nous déplorons au niveau des députés et de l'opposition, c'est d'abandonner leur rôle de parlementaire et de se transformer en cyberactivistes. Imaginez-vous que... S'il vous plaît, pourquoi vous avez choisi de faire la promotion ou encore de défendre cette révision de la Constitution? C'est la question. Mais madame, est-ce que vous avez vu les tests qui sont soumis à la révision constitutionnelle? C'est des tests dont les révisions sont pertinentes. Et voyez-vous, le président a décidé qu'en cas de non-élection des chambres de Parlement, il souhaite que l'Assemblée, le Parlement continue sa mission jusqu'aux prochaines élections. Nous avons vécu des cas en 2005 où il n'y a pas eu d'élection. Le Parlement a continué sa mission en passant par le Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, on souhaite le mettre dans la Constitution. Le président a dit également que
il avait essayé un modèle américain au niveau de la juridiction en mettant la Cour suprême. Malheureusement, la CEDEAO nous impose une Cour des comptes. Donc, de façon juridique, à partir du moment où la Cour des comptes existe, la Cour suprême qui devait jouer ce rôle doit disparaître d'elle-même. Alors, vous pensez que ces députés qui crient au tripatouage des textes là ont tort? Mais on parle de tripatouage quand on veut faire du faux en l'absence des gens. Il y a tellement ce qu'ils disent. Non, mais ils sont là. Personne n'a empêché ces députés d'avoir accès à la salle. Alors, pensez-vous qu'ils ont tort? Mais naturellement, ils ont tort. Nous ne comprenons rien dans ce que ces députés-là disent. Ce qu'ils reprochent à cette révision constitutionnelle. D'autant plus que la Côte d'Ivoire elle-même est un pays qui a connu des révisions constitutionnelles au niveau du Parlement. La Constitution de 1960 a été révisée 8 fois. En 1998, madame, je vous rappelle que 53 articles de la Constitution de 1960 ont été révisés par voie parlementaire et on a introduit un septennat, qui était un article très très important, mais on n'est pas allé au référendum. Alors, donc, nous sommes donc dans l'actualité. Dans quelques heures, peut-être, aura lieu le vote des articles révisés dont vous parlez de la Constitution. Oui, bien sûr, hein. Alors, l'on me dira, peut-être que le vote est secret, mais n'empêche, je vous pose quand même la question. Allez-vous voter pour ou contre? Évidemment, si on défend, si on estime que c'est pertinent, c'est évident que nous allons voter pour. D'accord, donc c'est une réponse que vous assumez entièrement. Alors, vous allez voter oui parce que vous êtes député, ou est-ce vraiment un mot d'ordre du parti, du RHDP? Bon, dans tous les cas, dans tous les deux cas de figure, vous savez, quand vous décidez d'adhérer dans un parti politique et de défendre les idées de ce parti-là qui est au pouvoir, dont nous serons nous tous comptables du résultat, c'est une révision consensuelle au niveau du RHDP. Le président de la République estime qu'on ne peut pas léguer un héritage inachevé, en réalité. Quand on estime qu'il y a des articles à perfectionner, à améliorer pour permettre à la génération qui va venir au pouvoir de travailler de façon sereine, nous allons dessus tranquillement. Non. Alors, la réforme de la Constitution est en train de se faire, comme on le voit. Alors, cette initiative intervient 3 ans après l'adoption de la Constitution de la Troisième République. Est-ce vraiment nécessaire de faire cette révision qui aurait pu se faire avant, bien avant ou après, peut-être 2020? L'article 177 de la Constitution ne donne pas de délai pour réviser la Constitution. Quand on se rend compte à n'importe quel moment du temps qu'un article peut être amélioré pour être cadré avec les circonstances du moment, comme cela se fait en France, aux États-Unis, on fait des révisions constitutionnelles. Ce qui est important, est-ce que ces révisions-là sont pertinentes? C'est ça le plus important. Et nous, aujourd'hui, nous aurons souhaité que les députés de l'opposition viennent nous trouver à l'Assemblée nationale pour qu'on mène le débat. Mais ils sont à l'Assemblée nationale avec vous? Non, mais malheureusement, non. Ils sont sur Facebook. Ils ne viennent pas à la salle. S'il vous plaît, ils étaient dans la salle? Non, ils n'étaient pas dans la salle. Alors, pourquoi, pour ces groupes parlementaires-là de l'opposition dont vous parlez, le projet de résolution, ne doit être entaché d'aucun vice? Alors, pour cela, le Conseil constitutionnel doit d'abord statuer avant la poursuite des travaux. Bon, voilà leur argumentaire. C'est ce qu'ils disent. Laissons le Conseil constitutionnel faire son travail. Dans tous les cas, dans tous les cas de figure, quand nous allons finir d'adopter le vote pour la révision constitutionnelle, tant qu'elle n'est pas validée par le Conseil constitutionnel, elle ne peut pas être applicable. Voilà. Mais en même temps, est-ce que cette position de l'opposition, enfin des parlementaires de l'opposition, est-ce que cette position-là est juste, oui ou non? Mais elle n'est pas juste. Elle ne trouve aucun fondement. Dans tous les cas, cette résolution nous ramène au règlement intérieur, non seulement de l'Assemblée nationale, mais du Sénat, mais qui ont déjà subi l'épreuve du Conseil constitutionnel. Et je vous l'ai dit tantôt, dans tous les cas de figure, quand nous allons finir d'adopter au niveau du Parlement cette révision constitutionnelle, elle va subir aussi l'épreuve du Conseil constitutionnel. Donc s'ils ont confiance à la juridiction qui est le Conseil constitutionnel, qu'ils attendent tranquillement, qu'ils nous laissent mener les débats, les travaux, pour qu'après le Conseil constitutionnel fasse son travail. Mais quand nous avons écouté Guikaou hier, nous comprenons pourquoi ils nous disent, attendez 2 semaines, attendez 1 mois, parce qu'on parle de nous sommes folklore. On confond la date des élections, on confond la date des élections avec le processus électoral. Il faut que ça se fasse 6 mois avant, beaucoup de confusion dans la tête, dans l'esprit des Ivoiriens. Mais le règlement de la CEDEAO ne parle même pas de révision constitutionnelle. Justement, puisque vous en parlez, c'est au pas de course que se fait ce projet de révision de la Constitution de novembre 2016. Alors, n'y a-t-il pas au fond, selon les interprétations de l'opposition, n'y a-t-il pas au fond un plan B, une volonté de manipuler les textes? Bon, lisez les textes, vous-même vous allez comprendre. Nous, ce que nous pensons, parce que nous, quand on analyse, nous pensons que les gens de l'opposition
principalement du PDCI, n'ont pas suffisamment de courage de demander à Bédié peut-être de se retirer. Ils auraient peut-être souhaité. S'il vous plaît. Non, excusez-moi. La question que je vous ai posée, c'est que est-ce que l'opposition pense qu'il y a une volonté manifeste laissez-moi aller au bout. Ils pensent qu'il y a une volonté manifeste d'avoir un plan B. Pour nous, le seul plan B qu'ils pourraient avoir, qu'ils auraient souhaité que le président introduise dans la Constitution, c'est dans la limitation d'âge. La limitation d'âge pour empêcher Bédié de se présenter. Mais qu'ils partent mener leur combat à l'intérieur et qu'ils nous laissent tranquillement. Qu'ils aient le courage d'aller dire à M. Bédié qu'à 86 ans... Non, mais si. Non, on n'en est pas là. De toute façon, on va en parler, mais on n'en est pas là. Mais en même temps, dites-moi... Vous voyez quel plan B derrière cette révision? Non, s'il vous plaît, on ne va pas personnaliser le débat avec le PDCI et tout cela. Alors, vous êtes président de Synergie 2020, n'est-ce pas? Un rassemblement de 11 députés du RHDP. Alors, à l'Assemblée nationale, il existe déjà un groupe parlementaire, RHDP. Vous, Synergie, qui êtes-vous exactement? Un réseau parlementaire, comme l'article 5... Vous faites quoi? Non, nous sommes un réseau de députés RHDP. D'abord, nous sommes tous membres du RHDP. Parce que nous avons estimé qu'en petit groupe, nous pourrions être plus efficaces. C'est un réseau de réflexion et d'opinion. Nous nous prononçons sur beaucoup de sujets. Nous nous réunissons de façon plus flexible et nous nous prononçons quand on peut. Mais en même temps, on se demande qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée nationale? Pourquoi vous sortez encore du groupe parlementaire RHDP, vous formez un autre groupe? Est-ce que vous êtes un groupe parlementaire? Nous ne sommes pas un groupe parlementaire. Qu'est-ce que vous êtes? Nous sommes un réseau de parlementaires comme l'article 147 de notre règlement. Un réseau de parlementaires? Un réseau de parlementaires. Tout simplement? Tout simplement. Vous n'êtes pas un mouvement politique? Non, pas un mouvement politique. Nous sommes nous-mêmes des politiques dans tous les cas. Oui, mais vous n'êtes pas vous muer en mouvement politique puisque l'occasion s'y prête, nous sommes dans la période électorale? Non, muer en mouvement politique pour faire quoi? Nous sommes un réseau de parlementaires RHDP. Notre rôle, c'est de faire davantage la promotion des actions du RHDP, de les rapprocher de nos populations. Et surtout de leur expliquer ça davantage. Oui, monsieur, est-ce que ce réseau de parlementaires n'est pas de trop vraiment? Mais en quoi est-ce qu'on peut être de trop, madame? La preuve, vous nous invitez ici aujourd'hui. On veut comprendre, les Ivoiriens veulent savoir, ils veulent savoir de quoi ils retournent dans votre organisation. Non, on ne peut pas être de trop. Chaque fois qu'on a l'opportunité de créer un réseau de solidarité pour être plus proche de nos populations, pour expliquer l'essence de ce que le gouvernement fait dans l'amélioration quotidienne de leur vie, avec le programme, le PS Group par exemple qui est là, nous allons, parce qu'il y a beaucoup de médisance. Aujourd'hui, nous sommes dans une opposition qui s'installe dans un déni total. Et il faut des gens qui sont capables d'aller vers les populations pour leur expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour que chacun se trouve la vérité. Et c'est ça qui est l'importance de ces réseaux-là. D'accord. Alors, dans votre argumentaire pour défendre les idéaux du RHDP, vous dites avoir influencé certaines décisions au sein du RHDP. Alors, quelles sont les décisions politiques que vous avez déjà influencées? C'est en cela que les réseaux sont importants. Nous, depuis 18 mois, nous sommes allés à Bobo, nous sommes allés à Boaké, nous avons tourné partout, nous avons expliqué au président de la République qu'il peut aller sereinement, qu'il a réussi à mettre une équipe en place, parce que c'est ça aussi un chef, et que cette équipe-là avait un leader qui, à 26 ans déjà, était ingénieur, qui, à 31 ans, était député, qui a un parcours qui, pour nous, nous inspire. N'importe quel jeune Ivoirien peut être ingénieur à 26 ans, n'importe quel jeune Ivoirien peut être chargé d'études au Bénin à 27 ans, n'importe quel jeune Ivoirien peut être conseiller technique du Premier ministre à 31 ans, et ainsi de suite. Et pour nous, Amadou Gon, qui est le candidat aujourd'hui du RHDP, était le meilleur choix et le meilleur profil qui nous inspirait, nous les jeunes, qui avons des parcours ordinaires. Donc c'est vous qui avez participé à sa désignation, bien au choix du président de la République. Vous avez influencé la décision? Nous avons participé et chaque membre du RHDP a participé à la désignation. Vous avez suivi notre convention, c'était pratiquement un plébiscite. Chacun est d'accord que le chef de cette équipe-là, c'est Amadou Gon Coulibaly. Nous avons cru 18 mois avant. Nous avons tourné, expliqué à certaines personnes que la nécessité que le président Alassane pouvait aller tranquillement avec le sentiment d'un devoir accompli. Il a mis la Côte d'Ivoire sur les rails, il a développé le pays, les infrastructures sont construites. Il a réussi à mettre une équipe en place et il peut aller tranquillement parce que son héritage sera sauvé. Les Ivoiriens se demandent quel est finalement le rôle du député que vous êtes? Le rôle du député, bon, tout le monde le sait, le rôle du député, c'est la votation de loi et la fonction de représentation. La fonction de représentation... De qui? Du peuple. Du peuple. Du peuple. Justement, mais on a l'impression que vous représentez plutôt votre parti politique. Vous prenez votre bâton de pèlerin, vous vous promenez dans les, je vais dire, dans les hameaux, dans les villages, dans les circonscriptions pour parler du RHDP au lieu de parler du peuple. Mais à votre avis, le RHDP est là pourquoi? L'intérêt des peuples ou l'intérêt du peuple ou l'intérêt de quoi? Nous sommes au pouvoir en train de chaque jour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Et chaque parti politique qui aspire à venir au pouvoir doit faire des propositions dans ce sens. Mais malheureusement, nous tous nous le constatons. Les gens sont sur Facebook en train de dire des choses qu'on n'a jamais compris.
qu'est-ce que les gens proposent pour les Ivoiriens? Le RHDP a un plan clair pour les Ivoiriens. Le RHDP veut sortir chaque population de l'obscurité, permettre par exemple à chacun de nos parents de regarder la RTI, parce que tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés, donner de l'eau potable à nos parents qui sont au village pour boire, afin qu'on arrête de mourir des maladies diarrhéiques, ainsi de suite. Et c'est ce que nous faisons. Nous faisons tout pour que cette politique de développement inclusif se rapproche de nos populations au mieux. Et donc, défendre le RHDP, qui est un parti qui défend l'intérêt des Ivoiriens, je ne vois pas en quoi est-ce que le rôle du député est dévoyé. Alors, donc, vous avez, pour revenir à la question d'influencer la décision, mais d'avoir influencé la décision de choisir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre. Alors, vous avez réussi cet objectif-là, d'influencer cette décision. Vous pouvez maintenant rendre le tablier, l'objectif est terminé. Non, c'est un processus. Amadou Gon aujourd'hui est candidat du RHDP, mais nous allons à une élection présidentielle. Et l'élection ne se gagne pas dans des bureaux. Aujourd'hui, notre rôle, c'est de rassembler tous les mouvements, tous les petits mouvements autour d'Amadou Gon, les organiser et aller sur le terrain maintenant. Aller expliquer aux populations de voter Amadou Gon maintenant, au premier tour. De ne pas perdre le temps à aller à un second tour. Parce que l'homme a les compétences. Il a démontré sa connaissance, sa maîtrise des dossiers de l'État. À la primature, il a montré qu'il a suffisamment d'élégance et de carrure pour gérer le pays. Donc nous, aujourd'hui, nous allons sur le terrain pour aller expliquer aux gens que c'est Amadou Gon maintenant. Mais Amadou Gon maintenant, quand Amadou Gon, je vais dire, bon, sera peut-être élu, que fera Synergie 2020 finalement? Synergie 2020 continuera ses actions dans la promotion des actions du gouvernement, les rapprocher des populations, comme on a eu l'habitude de le faire, si nous avons l'avantage d'être élus députés, parce que c'est un réseau de députés. Alors, vous l'avez dit peut-être dans une de vos réponses, que le président de la République ne se présente plus pour un autre mandat. Alors, parallèlement, qu'attendez-vous des leaders politiques qui ont peut-être atteint l'âge du président Alassane Ouattara? Vous l'avez dit tout à l'heure, on va y revenir. Le président il a dit à notre convention que la fonction de président est épuisante. Et pour nous, quand on atteint un certain âge, il faut aller s'adonner à ses passions. Il faut aller faire autre chose, voir ses enfants, ses petits-enfants. La Côte d'Ivoire a beaucoup d'autres cadres qui peuvent prétendre être président. Et quand on a réussi, quand on a été déjà même président de la République et que nous avons eu l'avantage, la chance d'avoir 80 ans au-delà, on doit pouvoir aller faire autre chose. Et sans influencer directement, nous espérons que les autres leaders vont comprendre que leur temps est passé. Est-ce que fondamentalement, la décision du président de ne plus briguer un autre mandat engage les autres leaders politiques? Non, ça n'engage personne, et de façon directe. Mais moi, je crois que quand les réflexions vont être menées au sein des partis politiques, chacun doit comprendre qu'il est temps de passer à une autre génération. Nous avons tous vécu ici, et le président l'a redit, en 2010, 3 leaders, on ne veut pas revenir vivre la même chose avec les mêmes personnes. Alors qu'il y a des gens qui n'étaient même pas encore nés en 2002, qui sont aujourd'hui, qui ont 18 ans, qui vont voter. La Côte d'Ivoire a besoin d'un changement profond et la nouvelle génération doit inspirer davantage de confiance et l'espoir. Et l'espoir, c'est la jeunesse. Et pour nous, chacun des leaders des autres partis politiques doit suivre l'exemple du président de la République pour que le débat se mène entre cette nouvelle génération-là qui pourra amener la Côte d'Ivoire au loin. Bien, M. Kébé Mahamadou, nous allons juste reprendre cette discussion, ces échanges, juste après la publicité. Une épidémie de pneumonie causée par le coronavirus sévit dans la ville de Huyan en Chine. La propagation dans plusieurs villes ainsi que dans d'autres pays a emmené l'OMS à déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale. La pneumonie de coronavirus se transmet par voie respiratoire et par contact direct avec une personne malade. Elle se manifeste par une fièvre, une toux et des difficultés respiratoires. Pour prévenir la maladie à coronavirus, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations le respect des mesures suivantes. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de rhume et de toux. Utiliser un mouchoir pour éternuer ou tousser et le jeter dans une poubelle. À défaut, éternuer ou tousser dans le pli du coude. Se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de survenue de fièvre, toux et des difficultés respiratoires. Appelez le 143 ou le 101 pour plus d'informations ou envoyez coronavirus au 1366. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec ses partenaires.
Il est le maître de l'improvisation. On l'appelle l'enfant de Batanicro. Le capitaine El Capo signe son grand retour. Denko en concert live. Le samedi 21 mars au Palais de la Culture. 16h. Tickets 5 000 et 10 000. Disponibles dans tous les points de vente habituels. Spectacle parrainé par le Premier ministre Amadou Koulibaly. Denko, le retour. Infoline 49 38 22 02 22 54 70 27. Un événement bien Simon. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, ça Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Voilà, mesdames et messieurs, de retour en plateau. Vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur. Et nous échangeons avec Mamadou Kébé. Il est député de d'Akpadou et de Sagor dans le département de Sassandra. Alors, vous êtes le président donc, de Synergie 2020. Alors, revenons sur la forme légale de la révision de la Constitution. Alors, pourquoi ce n'est pas par voie référendaire? Mais la forme légale se trouve, sa réponse à la Constitution. C'est ce que nous disons tantôt souvent à nos opposants, d'aller lire la Constitution elle-même. La Constitution, dans ses articles 50 et 51, parle de la souveraineté du peuple, qui l'exerce soit par voie référendaire ou par voie de ses représentants élus. Et dans ce cas précis, il n'y a même pas de hiérarchisation. On ne dit pas prioritairement par la voie de ces référendaires ou après par la voie des représentants élus. C'est clair dans la Constitution. Si vous voulez, je peux lire l'article. Hein. Non, non. Voilà. Et maintenant, dans l'article 167 de la même Constitution qui parle de l'initiative de la révision constitutionnelle est clair pour dire que le président va soit par voie référendaire ou quand il choisit d'aller par voie parlementaire, il doit réunir les 2/3 des députés effectivement en fonction. Donc le débat ne se pose pas, d'autant plus que, comme je l'ai dit, c'est un point d'achoppement justement avec l'opposition. Oui.
Non, le débat ne se pose pas aujourd'hui. Vous attendez des gens de l'opposition parler déjà des mandats des représentants, ceux qui vont voter par procuration. Mais la procuration n'est vérifiée qu'au moment du vote. On ne peut pas poser un problème qui ne se pose même pas en ce moment. Venez déjà dans la salle. Mais peut-être qu'ils anticipent aussi. Non, mais l'article 40 de notre règlement intérieur est clair sur les mandats. Et madame, au surplus, je vous explique que pour cette modification de constitution, nous devons obtenir 2/3 des députés effectivement en fonction. Cela veut dire quoi? Que quand le député n'est pas présent, qu'il ne vote pas, sa voix compte comme une abstention et compte contre le vote. Donc, quel que soit le mode de votation, non ou abstention, cela compte contre. Nous devons réunir 234 députés. Que les gens de l'opposition soient là ou pas, le RHDP doit pouvoir réunir 234 députés pour que cette révision-là puisse passer. D'accord. Alors, parmi les changements fondamentaux de cette révision constitutionnelle, la nomination du vice-président. Oui. Et l'opposition a encore, je vais dire, des suggestions à faire ou même des recommandations à faire par rapport à cela. Vous savez, madame, le problème qu'on a en Côte d'Ivoire avec notre opposition, c'est que quand vous leur montrez le ciel, ils regardent votre doigt. Et donc, vous ne pouvez pas vous comprendre. Quand vous leur demandez de contempler la beauté du ciel, ils regardent les défauts qui sont sur votre doigt, qui sont à côté d'eux. Vous savez, c'est culturel. Nous avons des exemples simples, nous-mêmes, députés à l'Assemblée nationale. 80% des députés à l'Assemblée nationale sont en conflit direct avec leurs suppléants. Parce que le suppléant estime que c'est parce qu'il était sur la liste des députés que le député a été élu et il veut les mêmes privilèges que le député qui a été élu. Imaginez-vous que nous arrivons à un cas de figure où le vice-président et le président réclament la même légitimité parce qu'ils ont été élus sur un ticket. Quelqu'un pourrait dire que ma base électorale a permis... Mais dans des pays, le président et son vice-président sont élus sur un même ticket, mais ça ne pose pas de problème. Non, ça cause des problèmes. Allez-y bien vous informer. Ça marche très très bien aux États-Unis, mais dans les pays africains, on ne va pas citer des pays, allez-y très bien vous informer. Il y a des pays où il y a eu des années où les gens ont fait arriver aux mains et nous avons l'expérience. Le président a expérimenté de prendre un vice-président parlementaire et en plus il dit que ce sera avec l'accord du Parlement. Nous, aujourd'hui, ce que nous demandons, et ce que le président a dit dans l'esprit, c'est que ce vice-président-là soit parlementaire. Vous savez qu'avant, le Dauphinat était confié au président de l'Assemblée nationale, qui n'est autre qu'un parlementaire. Quand on vote un président, un député qui devient président de l'Assemblée nationale, on ne le vote pas pour qu'il devienne président de l'Assemblée nationale ou président de la République. Et donc, pour nous, il n'y a aucun souci que ce vice-président-là soit choisi et approuvé par le Parlement, qui est aussi une représentation de la population, du peuple. Et je l'ai dit tantôt dans l'article 50 et 51 de notre Constitution, le peuple peut exercer son pouvoir par la voix de ses représentants qui sont les parlementaires. Bien. Alors, Mahamadou Kébé, député de Dakwadou et de Sagom, dans le département de Sassandra, vous êtes le président de Synergie 2020. Alors, merci d'être venu nous éclairer sur vos opinions concernant la révision de la Constitution en cours en ce moment dans le pays et vos actions au sein du RHDP. Alors, je rappelle que le Parlement a autorisé le 9 mars dernier la modification de la Constitution de la Troisième République adoptée en novembre 2016. Alors, mesdames et messieurs, restez donc avec nous sur RTI 1. Matin Bonheur se poursuit avec Alix. Merci Gabriel Zani et merci aussi également à son invité d'avoir accepté bien sûr cette invitation pour répondre aux questions de Gabriel. L'ange blanc, il est juste là à côté de moi. Il nous a rejoint après voilà, son périple au sein de la boulangerie. On est resté toujours dans les connotations pures pour parler bien sûr de farine. Il nous a ramené, faut savoir qu'il nous a ramené, il nous avait promis, il nous a ramené de la victuaille, mesure de sécurité oblige, c'est resté voilà, en lieu sûr pour respecter bien sûr les consignes de sécurité avec ce qui prévaut, n'est-ce pas Marc? Tout à fait, bonjour ma très chère et puis bonjour à tous. Alors donc, franchement au niveau de la radiodiffusion télévision ivoirienne, il y a un protocole sécurité par rapport au coronavirus, donc on ne peut pas venir comme ça en direct avec ce qui vient de l'extérieur, quand bien même ce serait du pain ou bien des croissants sécurisés, donc ce sera après l'émission. Il faut dire, Alix, pour rebondir sur le volet sécuritaire, que vraiment on a constaté aujourd'hui qu'il y a boulangerie et boulangerie. Vraiment là-bas, c'était vraiment
du professionnalisme et ça devrait vraiment inspirer certains parce que le pain, c'est très, très important, surtout par ces temps qui courent où ça peut être un vecteur de contamination. Voilà, c'est très, très manipulé. C'est ça, donc, il y a toutes les sécurités, il n'y avait pas de cache-nez dans l'élément, mais tous les endroits où nous partions étaient vraiment préparés, aseptisés, stérilisés. Donc franchement, chapeau à cette boulangerie-là. Et puis le pain, vraiment d'Abidjan et de certaines boulangeries est de très, très bonne qualité. Oui, c'est un cas d'école. Il faudrait s'inspirer de ce modèle-là pour toutes les autres boulangeries pour se mettre, bien sûr, aux normes. Les normes et les risques à éviter, on va en parler dans cette dernière phase de l'émission. Gestion des risques en matière de management, ça tombe à pic. Nous sommes en compagnie de M. Kofi Adedji, les consultants risques, audit, conseil et formateurs. C'est lui qui va camper aujourd'hui notre rubrique thématique, juste après le jingle. Monsieur Kofi Adedji, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes un spécialiste, vous donnez régulièrement des formations par rapport aux risques en management. Alors, la première question qu'on est tenté de vous poser, on constate que ce thème nous paraît nouveau sur le plan de la gestion. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons qui motivent la vision de la gestion? Exactement. Merci. Et effectivement, nous-mêmes, ayant été employés dans plusieurs sociétés, surtout dans des multinationales, pendant plusieurs années, environ 34 ans, ayant subi des audits et des contrôles, et ayant même été auditeur dans ces structures, il nous est arrivé de constater que les sociétés ou les entreprises s'occupent un peu plus de l'audit financier qui fait un constat des événements que de prévention. Donc, nous nous sommes dit, après plusieurs années, il serait intéressant de mettre un système en place pour la gestion anticipée des risques. Voilà. Et donc, dans cette démarche, nous pouvons dire que lorsque vous faites un audit, l'audit vous permettra de dire, oui, il y a détournement de 50 millions. Mais nous, dans notre démarche, on viendra vous dire quelles sont les causes de ce détournement. Qu'est-ce qui s'est passé en amont? Comment c'est arrivé? Et on vous dira les dispositions à prendre pour pouvoir éviter à l'avenir de tels manquements. Voilà, globalement, notre vision et la démarche que nous avons entreprise pour pouvoir accompagner les entreprises. Au lieu de vivre dans les risques, il faut vivre avec les risques. Vivre avec les risques, c'est-à-dire les connaître, les suivre et les contrôler. Justement, dans cette démarche et dans le contexte que vous venez de nous expliquer, comment on peut définir un risque dans l'environnement du management? Oui. Alors, un risque, c'est une barrière ou bien un obstacle rencontré ou croisé au cours de la réalisation d'un objectif. Alors, si on reste dans ce contexte, nous dirons que le risque tel que défini d'une façon vulgaire, quand on dit risque, les gens pensent souvent, oui, accident, risque au niveau assurance. Non. Nous, notre démarche, c'est du haut en bas, ou bien du bas en haut. Donc, on essaie de regarder tous les aspects, que ce soit financier, ressources humaines, organisation, tout. Donc, quand je disais tout à l'heure que c'est un obstacle croisé au cours de la réalisation d'un objectif, il y a un point important qu'il faut noter, c'est l'objectif. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous ne pouvez pas contrôler. On ne peut contrôler que ce qui est mesurable. Si vous ne pouvez pas mesurer quelque chose, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc, il faut d'abord un objectif et voir quelle est votre démarche pour atteindre cet objectif. Et au cours de la réalisation de cet objectif, lorsque vous croisez un obstacle, ça fait l'objet en ce moment d'un risque. Et pour pouvoir éviter ça, nous ne sommes pas dans la démarche de croiser le risque, nous sommes dans la démarche d'éviter le risque. Il n'y a pas de risque 0,7, mais il vaut mieux les identifier bien avant. Absolument. Le mot risque, c'est vrai, on ne le dira jamais assez, fait très peur. Comment vous l'appréhendez, vous, très chers téléspectateurs, notre spécialiste en immersion des populations, autrement appelé journaliste reporter d'image, Emmanuel Bonzo, grâce à lui, nous dit tout. La plupart du temps, c'est dans les entreprises d'une certaine taille qu'on a le pôle gestion des risques et surtout dans les entreprises du secteur financier comme les banques, les assurances,
et autres, et les microfinances également, où cette approche est vraiment systématique. Mais dans les entreprises de prestation de services ou les entreprises de production de biens, il en existe, mais pas forcément. Ça dépendra du niveau de maturité, comme je l'ai dit tantôt, de l'entreprise. Il faut dire que la particularité de l'expert comptable du commissaire aux comptes, pour revenir à mon métier de base, c'est que la gestion des risques est standardisée dans des normes en fait. Donc nous avons les normes spécifiques sur par exemple nos missions d'audit qui sont les normes, des normes d'audit internationales qu'on appelle ISA. Également nous avons un code d'éthique. Ce code d'éthique-là également gère un certain nombre de risques puisqu'on est censé, en tant qu'expert comptable, commissaire aux comptes, être indépendant sur les dossiers sur lesquels on intervient. Dans mon métier, on peut être poursuivi par un client parce qu'on a fait une prestation qui ne respecte pas, je dirais, les obligations normatives de notre profession. De façon générale, pour les entreprises, c'est bien de mettre en place une gestion des risques, donc avoir même un département, soit interne ou externe, d'un conseil qui nous accompagne en gestion des risques. Mais il faut dire que très souvent, les entreprises ne le mettent pas en œuvre parce que c'est quand même coûteux. Justement, on parle ici du coût de la démarche, mais on va revenir dans la floraison de secteurs d'activité qui existent. Quels sont les risques qu'on pourrait rencontrer et puis comment s'orienter vers le bon auditeur? Dans notre démarche, nous avons pu identifier et classer les risques en deux types, ce que nous appelons les risques exogènes et les risques endogènes, c'est-à-dire les risques internes et les risques externes. Alors, je peux dire, dans la classification des risques externes, que nous appelons les risques structurels, c'est des risques qui sont liés même à l'activité, à l'implantation, au type d'activité, à l'environnement des affaires, qui sont vraiment des risques qui sont indépendants du fonctionnement de l'entreprise. Alors, je donne un exemple. Vous voulez créer une charcuterie, vous voulez faire vendre de la viande du porc et vous vous installez dans une région musulmane. Bon, pour une interrogation. Est-ce que le choix est bien fait? Est-ce que votre activité est bien définie? Est-ce que l'implantation est bien définie? C'est un risque. Alors, je reviens un peu maintenant sur la deuxième catégorie de risques, les risques endogènes ou les risques fonctionnels, les risques qui sont liés à votre fonctionnement, les risques qui sont liés dans votre vie de la société. Je vous prends par exemple, il y a les postes, il y a les procédures. Généralement, vous rentrez dans la plupart, 80% des entreprises que moi j'ai visitées, vous allez vous demander le manuel des procédures, il n'y en a pas. Tout le monde est là, on sait qu'il travaille comme ça, il travaille comme ça, il travaille comme ça, il travaille comme ça, mais il n'y a pas une maîtrise totale de toute l'activité confinée dans un manuel de procédure que tout le monde peut consulter pour savoir quelle est la démarche, le travail que telle personne fait, il doit servir pour l'autre, dans quelles conditions, à quel moment, à quelle heure. Il n'y en a pas. Monsieur Adedi, on a la chance de vous avoir sur ce plateau, on va en profiter. Bien souvent, les gens confondent aussi certaines choses au niveau de leur poste. Je prends un exemple concret. Un enseignant qui touche son salaire d'enseignant, qui à la faveur d'un mouvement politique devient député, occupe une haute direction. Et celui-ci offre sans permis de conduire, sans ceci, sans cela à la jeunesse de son mouvement. Alors, et quand on fait les audits, on ne sait pas à quel moment le simple enseignant, entre guillemets, a eu l'argent pour donner ses 100 permis de conduire ou pour parrainer toutes ces choses-là. Alors que jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas de fonds de souveraineté. Et pourtant, quand on fait les audits, ces personnes-là s'en sortent toujours. Surtout quand elles sont toujours dans le même camp. Ça, c'est quoi? C'est le risque, c'est l'auditeur qui est en faute, c'est le risque qui est... Expliquez-nous tout. Oui, alors, donc, pour arriver à un résultat d'un audit, il y a deux facteurs. Il y a l'audité et l'auditeur. Et à l'intérieur, il y a l'organisation de l'audit, la procédure. Quelle est votre démarche? Quelle est la démarche qu'a suivi l'auditeur? Et comme je disais tout à l'heure, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il veut avoir comme résultat? Quel est le but? Qu'est-ce qu'il cherche? À partir de là, à partir de cet objectif,
il va se dire, quelle est ma démarche? Comment j'opère? Je contrôle ses revenus. Je contrôle ses dépenses. Et je contrôle son environnement. Voilà. Donc, les résultats dépendent tant de l'auditeur que de l'audité. C'est très important. De la méthode que vous utilisez pour pouvoir... L'auditeur aussi, il y a un risque? Il y a un risque, évidemment. Il y a un risque. Ah oui. Cela m'emmène à la question de savoir, M. Adedi, quelles sont les charges ou le cahier de charges des auditeurs? Parce que vous avez parlé d'un manuel de procédure. Donc, quel est le manuel de procédure des auditeurs? Quel devrait être, hein? Oui, exactement. Il y a une question bien posée. Quelle devait être? Alors, la démarche, un auditeur ne peut auditer que ce qui est mis en place. C'est-à-dire, il cherche en fait une conformité de ce qui est mis en place ou de ce qui doit se faire. Il y a généralement les auditeurs internes, les auditeurs externes, et puis le cabinet de commissariat aux comptes, etc., etc. Donc, en fonction du résultat que vous voulez obtenir, vous définissez le cadre de l'audit. Bon, un auditeur, quand il vient, on ne peut pas dire, bon, vous arrivez et puis vous commencez. Donc, le cahier de charge doit comporter, d'abord du côté de l'auditeur, par le besoin même d'abord de l'entreprise, parce que je veux vérifier telle information, je vais vérifier telle procédure, je vais vérifier tel service ou le fonctionnement de tel service. Et voilà mon besoin. Et l'auditeur, il vient pour définir le cadre où, en fonction de sa connaissance et en fonction du fonctionnement de l'entreprise. Parce que vous pouvez faire un audit financier dans une entreprise et votre démarche est différente d'une entreprise à une autre parce que le mode de fonctionnement, les procédures mises en place ne sont pas les mêmes. Vous ne venez pas avec votre connaissance théorique pour dire voilà comment ça doit se faire, voilà comment ça doit se faire. Dans le cadre de votre entreprise, voilà ce que vous avez dit de faire et voilà ce qui a été fait conformément à votre existence, à votre procédure. Mais s'il n'y a pas de procédure, en ce moment, c'est à vous de définir pour l'entreprise qui est peut-être, ou les patrons qui sont moins connaisseurs, de leur dire voilà l'organisation qu'il faut mettre en place. Justement, parlant de patrons à qui il faut parler, est-ce que les patrons qui ont beaucoup de personnes dans leur organigramme prennent des risques? Il y a des directeurs, sous-directeurs, sous-sous-directeurs, chefs de département, chefs de section, chefs de sous-section, sous-chefs de section. Est-ce que l'organigramme, quand il est touffu, est un risque? Évidemment, l'organigramme, quand il est touffu, il y a des risques. Pour la simple raison que lorsque vous mettez trop, lorsque la liste de contrôle est trop élargie, il n'y a plus de contrôle. Ah. Pour une opération donnée, vous devez du début jusqu'à la fin, vous mettez 5 personnes. Lorsque la deuxième personne prend le document, généralement le contrôle strict s'arrête à la deuxième personne. Ah, le premier, il a fait le travail. La deuxième personne prend le même travail, doit contrôler. Quand il regarde avec un peu d'attention. La troisième personne, il regarde plus tellement, il dit, bon, le premier a fait, le deuxième a contrôlé. Donc, autant le cadre de contrôle est élargi, il n'y a plus de contrôle. Donc, il faut plutôt responsabiliser les gens. Et lorsque vous savez que tel événement ou telle faute vous est imputable, vous faites plus attention que lorsqu'on vous dit que la faute vous est imputable. Alors, j'avais souvent donné l'anecdote de... Pour terminer. Oui. Voilà. Lors de nos formations, nous disons, alors je vais permettre de vous le lire si vous voulez. Alors, prenons par exemple un cas où il y a 4 personnes. Et il dit une personne qui s'appelle tout le monde, une autre personne qui s'appelle quelqu'un, l'autre s'appelle chacun, et la quatrième personne s'appelle personne.
Ça nous donne le fil conducteur, de la responsabilité des uns et des autres en entreprise. Donc, il faut faire très attention et responsabiliser chacun vis-à-vis de ses tâches pour pouvoir avoir de bons résultats. Merci à vous, Monsieur Adedi, pour votre participation en ce lundi. Et nous, on va faire une petite digression avec le thème rester responsable face à tout ce qui se passe au niveau sanitaire. Respectons les consignes d'usage et puis on aura une bonne santé. Bonne journée à vous et puis on se voit demain.